Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette deuxième édition d'un événement assez particulier qu'on a appelé chez Matcha Man versus Wine. Alors petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, ce n'est pas un match, une lutte à mort entre la technologie et l'homme, hein. On en est encore à un stade où la machine et l'informatique est complémentaire, vient aider l'homme. On s'en parlera tout à l'heure. Petit aperçu du programme du coup. On va commencer avec une présentation des services de l'entreprise Matcha, donc qui sera présentée par le CEO et cofondateur de Matcha, Thomas Deras. Et ensuite, on enchaînera directement avec notre match entre les services Matcha qui, vous voyez, ne sont pas encore entièrement déshumanisés, puisque on a un bel exemple d'Homo sapiens sapiens ici en la personne de Benoît, qui est de chair et d'os. Et bien sûr, ce ne serait pas possible sans un candidat, lui, 100% humain, en la personne de Gaëtan Bouvier, qui est ici présent. Alors, Gaëtan Bouvier, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le meilleur sommelier de France de l'année 2016. Il est aussi Master of Port de l'année dernière. Et ça va même plus loin, il m'a fait une confidence tout à l'heure, puisque dans le cadre de l'Institut Bocuse, il travaille même avec la NASA en ce moment. C'est véridique, donc on se l'arrache sur tous les continents. Ensuite, évidemment, ce ne serait pas possible sans notre jury, avec notre présidente qui est là aujourd'hui, Ophélie Neyman, que vous connaissez. Elle est journaliste vin dans un petit journal, un petit quotidien régional qui s'appelle Le Monde. Pour certains, vous la connaissez ici peut-être sous l'alias Miss Glouglou. Voilà. À côté d'elle, nous avons Vincent Ferniaud. Vincent Ferniaud qui est un journaliste gastronomique que vous avez pu voir à la télé, entendre à la radio. On ne va pas faire tout son CV, sinon on reste là jusqu'à dimanche. Et qui est aussi le fondateur de Bocaux, une boîte qui, comme son nom l'indique, vend d'autres boîtes, des bocaux, avec dedans des plats qui ont été concoctés par des chefs. Ça fait 10 ans que ça existe, etc. Vous vous renseignerez. Qui on a d'autres ici encore? Je ne vais pas les cacher. Donc on a Clément Pinard qui nous vient tout droit du domaine Vincent Pinard à Sancerre, c'est bien ça. Et à côté, nous avons Paolo Bucanova qui est donc directeur commercial du Repère de Bacchus, et qui est un partenaire spécial aujourd'hui, puisque c'est lui qui nous a fourni la liste des vins que nous allons utiliser aujourd'hui. Une liste d'un peu plus de 500 références, si je ne me trompe pas, c'est ça. Vous avez normalement des exemplaires qui ont été distribués. Si ça vous intéresse, il y a quelqu'un qui peut vous en passer par là, donc levez la main. Je ne sais pas s'il reste des exemplaires, je me suis peut-être un peu avancé. Manifestez-vous, voilà, ça va venir. Et donc, c'est la liste des vins que nous allons utiliser dans les 3 épreuves du match. Mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant sur le fonctionnement et les règles du jeu. Je vais dire ça juste après, non pas une page de pub, mais après la présentation, donc l'introduction de Thomas Deras, que je vous demande d'applaudir, et qui va faire une petite démonstration des services de Matcha en direct. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que je pense que le sujet d'intérêt, c'est quand même plutôt le match. J'ai quelques mots à vous dire sur Matcha. Donc moi, je suis Thomas Deras, sommelier et cofondateur de Matcha. On a fêté hier les 4 ans de l'entreprise et ça fait 4 ans qu'on travaille à créer une intelligence artificielle de conseil vin. Alors pourquoi cet axe? En fait, on est persuadé que le marché du vin, qui est un produit fabuleux, c'est un produit de partage, de plaisir, mais c'est aussi un produit très complexe pour une grande majorité de consommateurs qui le perçoivent comme une jungle d'informations, quelque chose d'assez impénétrable. Et quand on a du conseil, en général, ou du conseil de qualité et personnalisé, ça se passe beaucoup mieux. Donc l'objectif de Matcha, c'est de remplir ce vide sur tous les terrains d'achat en centrant sa proposition de valeur sur le conseil. Alors, on a commencé l'aventure en 2016 autour d'un premier défi avec Eduardo et Benoît, qui était de créer un moteur d'accords mets-vins qui réussisse à faire des accords mets-vins d'aussi bonne qualité que les chefs sommeliers. Pour ça, vous imaginez un peu le défi. Il faut réussir à comprendre tous les plats du monde, leurs subtilités,
Est-ce qu'il va y avoir des ingrédients dominants? Est-ce qu'il va y avoir des facettes particulières? Et en même temps, essayer de faire dialoguer ça avec la complexité que représentent toutes les cuvées ou tous les vins du monde. Voilà, c'est un sacré défi. On a mis 18 mois à 2 mois à avoir un moteur dont on était fier, qu'on a travaillé avec Pierre Villa-Paléja, qui fait partie du projet depuis 2017, avec des sommeliers aussi en France et à l'étranger. Et donc la première épreuve de Man vs Wine aujourd'hui sera centrée sur la thématique des accords mets et vins. Quand on a continué la réflexion autour du conseil vin, on s'est dit que ce qui était aussi intéressant, c'était d'élargir à comment est-ce qu'on peut vraiment accompagner un consommateur dans tous ses besoins, dans toutes ses recherches, que ce soit en ligne ou en magasin. Et de là est né le deuxième service, Matcha Advisor, qui est un caviste virtuel, avec comme objectif vraiment de répondre à des besoins ou des recherches aussi simples que voilà, je cherche un vin rouge pas trop puissant à moins de 10 €. Je cherche à faire tel accord mets et vin, je cherche à offrir telle cuvée en Bourgogne blanc avec un budget. Bref, tous les cas qui sont présentés aux cavistes ou que les consommateurs ont en tête au fur et à mesure de leurs achats. Alors, c'est un service qui a démarré sa vie il y a un peu moins de 2 ans. En 2019, on a fait plusieurs dizaines de milliers de conseils sur Internet et en magasin. Ce qu'on constate avec les clients qui utilisent ce service, ici on voit Monoprix, mais on travaille aussi avec Intermarché, le groupe Casino, des pure players du vin. Et les bénéfices qu'on voit sont assez directs. En fait, il y a évidemment une amélioration de la conversion, qui est un gros sujet de la vente en ligne, et aussi en magasin quand on n'a pas de conseils. Il y a une amélioration du prix moyen par bouteille. On a tendance un peu à être plus en confiance sur le budget quand on a du conseil à portée de main. Et puis, c'est aussi un moyen ou un levier pour les distributeurs de connaissance client, puisque nous, on est capable maintenant de leur dire ce que leurs clients recherchent, avec quels termes, de détecter des tendances sur la partie vin nature, vin biodynamique, etc. Et donc de leur restituer cette donnée là où eux ont plutôt une vision sur ce qu'ils vendent au final, les sorties caisses. Voilà, donc la deuxième épreuve de Man vs Wine sera centrée sur les conseils cavistes, avec 2 cas pratiques que Valentin vous présentera un peu plus tard. Le dernier service qu'on a lancé, dans le cadre d'ailleurs de la première édition de Man vs Wine l'année dernière, c'est un outil pour créer des cartes des vins. Créer des cartes des vins de restaurateurs. Alors, parmi les fondateurs de Matcha, j'ai déjà parlé un peu de mon pédigré de sommelier conseil. Benoît, qui représente aujourd'hui le candidat Matcha, est aussi sommelier. Et en fait, on connaît bien la problématique des restaurateurs qui sont souvent abandonnés à eux-mêmes avec pas beaucoup de conseils à disposition ou un conseil qui est inaccessible. Donc l'idée, c'était de les aider à concevoir une carte des vins sur mesure, en quelques minutes, à partir d'un catalogue de distributeurs. Et quand on connaît l'importance de l'équilibre de la carte des vins dans le modèle économique d'un restaurant, on parle de 30% du chiffre d'affaires et parfois de plus de 50% de la marge nette. C'est quelque chose qui est primordial d'accompagner ce type de segment ou ce type d'acteurs du food sur le sujet vin. Donc, vous l'aurez compris, la troisième épreuve du match sera dédiée à la carte des vins. Et on aura du coup Gaëtan qui a travaillé sur un cas en amont et Matcha qui va travailler en direct sur un cas qui aura été fourni par le jury. Je vais conclure en disant 2-3 mots sur où est-ce qu'on va côté Matcha. Alors, notre ambition, vous l'aurez compris, c'est de devenir un peu la force de vente digitale sur le vin, la bière et les spiritueux. Pourquoi je parle de la bière et des spiritueux? Parce qu'on a élargi le spectre fin 2019 à ces 2 nouveaux univers, parce que pour nous, on a les mêmes problématiques, notamment sur tout ce qui est bière artisanale et sur la diversité de spiritueux qu'on peut trouver. C'est des univers qui explosent et qui bougent beaucoup. Et puis, on a un deuxième gros challenge de l'année 2020, c'est développer Matcha à l'international. Aujourd'hui, nos clients sont 100% français, mais on sait qu'il y a des besoins assez forts sur des marchés comme le Royaume-Uni, les États-Unis, et plein d'autres. Et donc, on va explorer ça avec toute l'équipe. Je voulais en profiter avant de vous laisser au match pour remercier l'équipe de Wine Paris qui nous accueille pour cette deuxième édition. Et puis passer un petit mot à mon équipe qui est aujourd'hui composée de 10 passionnés qui font un super boulot tous les jours et que je remercie vraiment d'être à fond derrière un projet auquel on croit dur comme fer. Voilà, je vous souhaite un très bon match et profitez bien.
Merci beaucoup Thomas. Alors si vous avez des questions suite à la présentation rapide de Thomas, gardez-les dans votre tête ou sur un bout de papier, puisqu'il y aura des moments d'échange et de questions-réponses qui sont prévus pour ça pendant le match. Donc voilà, gardez-les dans un coin. On va maintenant, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement du jeu et les quelques règles à suivre pour nos candidats et notre jury. Et puis, on va passer au jeu directement. Alors, comme Thomas l'a dit, il y aura 3 épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve classique d'accords, mets et vins. Il y a 5 plats qui ont été proposés par Vincent et qui vont être donnés à nos 2 candidats, donc candidat Gaëtan et candidat Matcha ici. Ils vont avoir une petite minute par plat pour recommander un vin parmi la liste dont on a parlé tout à l'heure de Paolo, trouver le meilleur accord selon eux à proposer. Suite à quoi, les propositions qu'ils vont faire pour chacun des 5 plats vont être anonymisées et le jury va voter selon l'affichage pour 2 candidats anonymes. Donc on ne saura pas si c'est le fruit de l'intelligence humaine de Gaëtan ou le fruit de l'intelligence semi-humaine de Matcha. On le saura après, une fois que le jury aura voté, et on passera à la révélation donc, des propositions des candidats, à leur identité. Et ensuite, on passera donc à la 2e épreuve avec le même fonctionnement, où là, c'est donc du conseil chez le caviste. On a 2 cas pratiques. Donc, je vais pas vous donner les 2 cas pratiques, mais mettons que j'arrive chez le caviste et je dis, voilà, je veux un rouge très puissant parce que j'ai un dîner chez ma belle-mère et je veux être disponible ni physiquement ni mentalement pendant toute la durée du dîner. Bon, bah voilà. Là, ils ont un cas pratique comme ça, évidemment un peu moins rigolo, un peu plus sérieux. Et ils vont devoir, en une petite minute 30, pour chacun des cas pratiques, recommander le meilleur vin pour cette situation et les critères choisis. Suite à quoi les propositions seront encore affichées de manière anonyme. Notre jury votera, on révélera une fois de plus l'identité et le score de chacun. Et on arrivera donc à une dernière phase, la phase finale, où là, pour le coup, Thomas en a parlé aussi, il s'agit de réaliser une carte des vins complète pour un restaurant de fiction, donc selon des critères préétablis. Alors, pour des raisons logistiques, puisque c'est quand même un travail qui ne peut pas se faire sur le coin d'une table en 3 minutes, Gaëtan a déjà fait son travail chez lui à la maison. Il nous a déjà transmis ce résultat. Bien sûr, ce résultat sera anonymisé, encore une fois, juste avant que ce soit affiché, parce que du côté Matcha, ça va être fait en direct, donc avec l'outil Matcha Advisor dont parlait Thomas. Il faudra à peu près une 5aine de minutes pour que la machine propose quelque chose, une carte complète en fonction des critères. Et donc au bout de ces 5 minutes, on affichera les 2 propositions. On ne saura toujours pas qui de Gaëtan ou de Matcha aura proposé l'un et l'autre. Le jury votera. Il y aura la révélation des identités des candidats en fonction des propositions. Et là, on arrivera au moment fatidique, au moment du classement final. Qui de la demi-machine ou du surhomme que la NASA s'arrache remportera cette édition? On le saura donc à la fin de ces 3 épreuves. Et je précise juste qu'en fait, donc Gaëtan, qui est arraché par à peu près tout le monde dans le domaine du vin en France et en Navarre, doit être à 16h pour l'annonce du meilleur sommelier de France. Donc il devra nous quitter et peut-être que l'annonce des résultats se fera sans lui. Donc voilà, nous pleurerons ensemble et nous l'applaudirons très fort. Trêve de bavardage, on va passer donc à la première étape. Donc avec les accords mets et vins. Et donc, est-ce que la liste des plats peut être affichée? Très bien. Et donc, à partir de ce moment où la liste est communiquée, nos 2 candidats, Gaëtan d'un côté, Matcha, Benoît et les autres de l'autre, ont 1 minute par plat pour trouver dans notre liste la meilleure reco, comme on dit chez les jeunes. Alors, pour ceux qui voient très mal, comme moi, vous voulez une lecture ou vous... Non, c'est bon? Tout le monde est pilote de chasse ici, apparemment.
Oui, bien sûr. Alors, Vincent va nous commenter ses propositions pendant ce temps-là. Et puis, est-ce que... assez rapidement, Vincent, parce que comme ça, on aura un petit peu le temps pour des éventuelles questions. Je vous laisse le micro. Non, c'est juste pour dire que le premier plat, parce qu'on va commencer par l'entrée, cette lasagne de polenta à la muscade parmesan, c'est un des best-sellers de mon enseigne de restauration rapide Bocaux. C'est un plat que j'ai un peu remanié, mais que l'on doit à Emmanuel Renaud, qui est le chef de Megève, des flocons de sel. Et c'est un best-seller absolu. D'ailleurs, depuis 10 ans, il est toujours à la carte. C'est donc une polenta qui est un peu consistante, en strates, avec cette polenta est faite un peu au parmesan et à la muscade. La duxelle de champignons, c'est coupé assez gros, mais ce sont des champignons des bois crémés. Et dessus, on met une tombée d'épinards au beurre, simplement, dont on a, comme on fait en cuisine, souvent simplement piqué une fourchette avec une gousse d'ail que l'on tourne dans le beurre avec les épinards, de manière à pas trop parfumer, mais juste donner un petit goût. Voilà. Je vais juste reprendre la parole une petite seconde. Pour s'assurer donc qu'on est bien dans des conditions de direct du côté de Matcha, je vais avoir besoin d'un témoin dans la salle qui va s'assurer que Benoît n'a pas tout préparé dans un fichier, que les informations n'ont pas été communiquées en amont, puisque tout se fait sous le contrôle d'un huissier ou pas. Mais disons qu'un témoin déjà, ce sera pas mal. Est-ce que... Oui ? Oui ? Mais venez, madame, venez. Ah, attention, je ne peux pas repasser devant la caméra, j'ai déjà fait cette erreur 2 fois. Et bien voilà, donc on a donc un témoin. Vincent, vous vouliez ajouter un petit mot ? Oui, je voulais ajouter que hier soir, gentiment, j'ai dit, est-ce que je transmets par mail ? On m'a dit, non, pas avant demain au moment d'arriver. Donc là, on ne peut pas faire plus live. C'est du live complet. Et d'ailleurs, puisqu'on est en direct, en chair et en os en ce qui nous concerne, est-ce que vous avez des questions concernant la technologie Matcha, les différents services, comment ça s'intègre dans l'industrie du vin, de l'alimentaire en général ? Ces messieurs, dames de chez Matcha sont là pour répondre à vos questions, celles qui vous turlupinent le plus. Pas ? Non ? Ne soyez pas timide, ne m'obligez pas à poser des questions gênantes à Thomas. Si ? Non, personne ? Personne n'est inquiet, je ne sais pas, sur le rôle de... Il y a par exemple Laurent Alexandre, que vous connaissez peut-être, le pape du transhumanisme en France, qui dit qu'il serait temps de se rendre complémentaire de l'IA, sinon nous serons tous dépassés, jetés du train qui marche à pleine allure et remplacés sans le savoir par les machines. Ça vous inquiète pas ? Non ? Moi, j'ai une question. Oui, Vincent. Parce que je me posais la question de savoir si cette intelligence artificielle elle est capable de se nourrir elle-même des références du monde du vin, et des références des catalogues que l'on peut avoir en allant puiser elle-même sur Internet peut-être des nouvelles références, des nouvelles notes de dégustation, ou est-ce qu'il faut la nourrir comme un bébé avec les équipes de Matcha ? Alors moi, je vais me permettre de dire que pour l'instant, phrase de Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle est conne comme une bite. Je cite, fermez les guillemets. Maintenant, vous allez avoir un élément de réponse un peu plus intéressant. Ça démarre fort. Donc oui, il y a une partie on va dire, des dépendances. Elle dépend du fait qu'on alimente avec d'autres exemples. Et c'est là, on travaille beaucoup avec Pierre, pour justement avoir des exemples d'accords mets vins pour des plats complexes, pour des plats simples. Voilà. On est d'accord que si l'intelligence est assez fournie en matière de mégabits et de gigabits et terabits, elle sera capable un jour d'aller chercher elle-même l'information sur les sites d'information, dans les médias du vin et dans le monde du vin, sur les cartes de restaurants peut-être ? En fait, c'est qu'il y aurait besoin de plusieurs systèmes. Un pour récolter l'information et l'autre pour identifier laquelle est intéressante, fiable. Ouais, laquelle est fiable et laquelle aide la machine à apprendre. Bon, rajoutons qu'en plus, on est dans un domaine où c'est quelque chose de très subjectif, le conseil gastronomique, puisqu'on parle des goûts et des couleurs. Donc,
Si on prend par exemple le match qu'il y a eu entre un joueur d'échecs humain et une intelligence artificielle, donc là un programme, un ordinateur, on est sur quelque chose de scientifique, d'objectif, avec des probabilités. De l'autre côté, dans l'univers qui nous intéresse aujourd'hui, on est quand même sur les goûts et les couleurs, les accords entre les goûts et les odeurs, etc. Donc ça reste quand même quelque chose de très personnel, de subjectif. Et jamais la machine ne pourra remplacer déjà le contact humain qu'on peut avoir avec un caviste ou avec un ami, parce que c'est aussi des moments de convivialité. Voilà, c'était ma petite pierre à l'édifice. Et je vais être obligé de vous couper, Vincent, puisqu'on va passer au résultat. On a un timing un petit peu serré. Et donc, je crois que nos 2 candidats ont émis leur proposition pour les 5 plats. C'est bon. On va donc afficher de manière anonyme. Ah bon, c'est les 5 ensemble. Pardon, c'est pas les 5 ensemble, on va les voir un par un. D'accord. Alors, pour la première proposition, donc, est-ce que dans le jury, vous voyez bien les propositions des candidats qui ont été anonymisées? Oui. Eh bien, vous pouvez commencer du coup à noter sur votre calepin ce choix et à préparer dans votre tête votre petit panneau de vote, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça va se passer comme au patinage artistique. Hein, ce sera une note subjective, là encore, pour noter la pertinence, en tout cas de manière subjective selon les membres du jury, de cet accord à chaque fois. Donc on va voir les 5 plats. Comment? Ah oui, on va les noter un par un. Oui, Vincent. Je peux faire un commentaire? Oui, bien sûr. Puisque en pensant au plat, j'avais un univers évidemment de vin dans la tête. Et moi, je suis très attaché aux régions. Je dirais que ma première pensée a été vers une roussette Altesse pour cette polenta. Donc, je suis content de la retrouver. Je ne sais pas si elle vient de la machine ou de Gaëtan, mais en tout cas, ça a été mon premier. C'est un vin que j'aime bien et je pense qu'il faut respecter aussi l'origine régionale. Dans le meilleur des cas. C'est très pertinent ce que vous dites, mais n'essayez pas de faire sourire un des 2 candidats pour savoir lequel a proposé cette roussette. Pas du tout. Alors, du coup, on va voter par plat. Et donc, mesdames et messieurs du jury, je vais vous demander un par un de lever votre petit panneau. Donc là, on parle de la proposition du candidat 1. Oui, bien. Alors, candidat 1, Vincent, que proposez-vous? On va tous voter ensemble, et puis après, c'est une note sur 5. Eh bien, le candidat 1 est en mauvaise posture. On ne sait pas de qui il s'agit, mais là, on a donc 2 et 3, ce qui fait une somme moyenne de 9. Voilà pour la première proposition. Maintenant, je vais demander aux membres de jury de préparer leur deuxième panneau pour le candidat numéro 2. Alors, ne gardez pas dans votre tête ces 2 appellations, candidat 1 et candidat 2, puisque c'est aléatoire, hein, ce sera affiché. Ce n'est pas forcément le même à chaque fois. Donc là, la deuxième proposition, est-ce que le jury a fait son choix? Ouh là là, c'est une hola, un choix qui va dans le sens plutôt de la proposition 2. 5, 4, 4 et 4, et ce qui fait 17. Bon, est-ce la peine de commenter cette première proposition? Je crois que non. On va passer au second plat. Alors là, c'était la grande raviole de tourteau et sèche à la verveine, bisque de crustacés à l'orange, tuile à l'encre de sèche. Mesdames et messieurs les membres du jury, regardez bien la première proposition et la deuxième proposition. Donc on a un vin d'Alsace pour le candidat 1 et de Bordeaux pour le candidat 2. Donc là encore, il y a une certaine différence. Est-ce que nos jurés ont fait leur choix? Donc pour le candidat numéro 1, pour la proposition numéro 1, on fera toujours dans cet ordre-là. Est-ce que vous avez fait votre choix? Dans ce cas, 1, 2, 3, levez votre petit panneau pour le candidat numéro 1. Oui, pardon.
On a donc... ouh là là, bah c'est une avalanche de 4, ce qui fait une moyenne de 16 pour la première proposition. Et maintenant, la deuxième proposition du côté de Bordeaux. Que propose notre jury? Eh bien, 3, 3, 3, 2. Et cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, ce qui fait donc 11 du côté du candidat 2. C'est bon, c'est bien noté. On passe au plat numéro 3. Alors là, on est sur un pigeon fermier en cocotte aux griottes, aubergines et oignons doux caramélisés au serpolet, lait d'amande au miel. La proposition numéro 1, Côte du Rhône. Proposition numéro 2, on est en Bourgogne. Là encore, il y a une belle différence régionale. Et je vais donc demander à nos jurés de préparer leur petit panneau pour le candidat numéro 1, enfin la proposition numéro 1, donc les Côtes du Rhône. 3, 2, 1, c'est parti. 3, 5, 4 et 4, ce qui fait une belle note moyenne de 16, hein, si j'ai bien calculé. Et maintenant, pour la proposition numéro 2 du côté de la Bourgogne, qu'en pense notre jury? 4, 4, 4 et 2. Hein, Ophélie n'a pas été conquise. Ce qui fait donc 14. Alors, pour la proposition numéro 2. Vincent, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aurais pu commenter celui d'avant aussi, parce que là encore, il y a évidemment cette présence de la cerise, qui n'est pas innocente. On pense tous à différents vins qui ont différents arômes de cerise. C'est sûr que dans le pinot noir, on y trouve souvent des arômes de cerise, et du côté de Chambol. On a évidemment dans le grenache, dans des vins de la cerise noire, parfois qui auraient moins convenu. Moi, j'aurais préféré, là, sur le coup, je ne sais pas si on ne s'adresse qu'à des vins français, mais j'aurais préféré un vin du Piémont. Peut-être un Barbaresco, qui souvent ont des arômes de cerise intéressants, qui ont plus de corps que nos pinots. Voilà. Ophélie, est-ce que Vincent, vous pouvez passer le micro à Ophélie? Merci beaucoup. Merci. C'est difficile hein, parce qu'effectivement, moi, j'arrive pas à imaginer l'équilibre. Est-ce qu'on sent vraiment fort les oignons? Est-ce qu'ils sont très caramélisés? Est-ce que le lait d'amande au miel, est-ce que le miel est très marqué? Donc c'est vrai que c'est en fonction de l'équilibre du plat, ça joue beaucoup sur le choix du vin. C'est vrai, c'est vrai. Et pour répondre à la question de Vincent, Paolo, du coup, pour revenir sur la liste des vins, est-ce qu'on sort de France dans cette liste de vins? Oui, on sort de France. Donc il y avait peut-être des propositions, si on regarde le détail, qui vont vers le Piémont. On va passer au plat numéro 4. Alors là, c'est un gratin de poire et bulbes de fenouil au gorgonzola et noisettes grillées. C'est peut-être plus facile, Ophélie, non? Là, de s'imaginer? Qu'est-ce qui prend le dessus? Ben, je ne sais pas. Mais moi, c'est effectivement pas la proposition que j'imaginais. Donc je vais regarder attentivement. Eh bien, préparez vos petits panneaux donc pour la proposition numéro 1. On est parti en Corse, du côté du candidat numéro 1. Et de l'autre côté, dans le Jura. Donc voilà, c'est une grande diagonale. Attention, pour la proposition numéro 1, combien attribuez-vous à cette proposition? Pas facile. Vincent, je vois que vous êtes perplexe. Ça se sent d'ailleurs dans les premiers panneaux qui ont été affichés. Moi, j'ai goûté les plats, alors... Ah, un avantage de taille, non, mais c'est c'est sûr. pas ça, c'est que... Enfin bon. Allez-y, Vincent, Moi, suivez je suis partagé votre parce cœur. que je suis un jurassien militant. Donc j'aime le savagnin, mais pas forcément avec le gorgonzola. Donc j'aime ces vins oxydatifs. Donc je suis un peu partagé parce que j'aime aussi les vins corses. Et donc voilà. Mais bon, allez, on va mettre une note. Allez, suivez votre cœur. Et c'est un 3. Bon, bah voilà. 3, 3 et 4. Ça fait donc 12 pour la proposition numéro 1. Et pour la proposition numéro 2, alors là, oula, Paolo n'a pas été séduit du tout. Donc 9, et ça fait donc 12 pour la proposition numéro 2. On va passer au plat numéro 5. Et ensuite, donc, on va révéler qui était qui derrière cette qui proposition. est un dessert. Hein. Alors là, oui, hein, on est sur un dessert. Je le signale parce que j'ai fait le menu complet. Et ce dessert est d'ailleurs un dessert qu'on vient de travailler avec Philippe Conticini pour mettre des bocaux sur les TGV. Donc on a fait 4 Paris quelque chose sur le mode des Paris-Brest
qui sont des crèmes un peu composites. Là, vous comprenez le Paris-Biarritz quand on voit les éléments, c'est-à-dire voilà. Alors, s'il y a une mignonnette Tout sous le signe qui du est piment. vendue avec au bar du TGV, il faudra payer des royalties aux candidats correspondants. Absolument. C'est bon. J'espère Donc, que la machine n'est pas trop gourmande. Hein. alors, donc, proposition numéro 1, on part sur un Languedoc. Et proposition numéro 2, là, on part en dehors de France, au Portugal. En tout cas, 2 VDN. Hein. On a 2 VDN. Alors, étant juste animateur, moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire, VDN. Vin doux naturel. Vin doux naturel, voilà, ce qui finalement a un sens pour un dessert. Voilà, j'ai quand même montré que j'étais pas totalement teubé. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup du côté de nos jurés pour la proposition numéro 1 ? Ouh là là, c'est assez unanime, 4-4, 5-4, ce qui fait donc 17, c'est une très belle note. Et pour la proposition numéro 2, la proposition portugaise, on a... Oh, bah c'est pas mal aussi, hein. Ça fait donc 3, 5, 4, 4, ça fait donc 16. Donc 16 pour la deuxième proposition. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a voté, il est temps de passer à la phase de révélation et à la note finale. Donc pour on va agréger les différentes notes des plats. Et donc, vous voyez que c'est pour l'instant notre Gaëtan 100% humain, national et international qui a obtenu la meilleure note et dont les choix ont été le plus salués par notre jury. Et de l'autre côté, Matcha, qui ne démérite pas, il aurait un satisfecit au conseil de classe, mais on a envie de lui dire, peut mieux faire pour l'instant. Voilà, merci pour cette première étape. On va passer du coup maintenant à la deuxième étape avec avec un jingle américain, parce qu'après tout, on est en partenariat avec la NASA à ma gauche, et je pense que bientôt Elon Musk va racheter Matcha à ma droite. Alors, on va passer à la deuxième étape. Donc cette fois-ci, je vous rappelle, on est dans une situation, vous venez chez le caviste et vous lui dites, eh bien voilà, j'ai telle occasion, pour tel prix, pour aller avec tel plat, etc. Tout un tas de critères qui vont bientôt être transmis à nos 2 candidats. Et pour chaque cas pratique, nos candidats auront une petite minute 30 pour se décider, ce qui nous laissera 3 minutes pour deviser gaiement. Donc si jamais vous avez eu la pudeur de ne pas poser votre question tout à l'heure, crevez ce voile de pudeur et posez, bombardez-nous avec vos questions. Attention, c'est parti pour nos 2 cas pratiques. Donc cas pratique numéro 1, je vais dîner chez des amis. Nous allons manger un couscous. Mes hôtes adorent quand c'est très épicé. Je veux un vin qui s'accorde avec un budget maximum de 30 €. Cas pratique numéro 2, je contribue à organiser l'anniversaire d'un ami. Je suis chargé d'apporter le vin sur le fromage. Le plateau sera très varié. Nous serons 17 convives et mon budget est de 60 €. Bon, bon courage à nos 2 candidats. Il leur reste donc 3 petites minutes pour faire leurs 2 propositions correspondantes. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a des questions au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu? Si peut-être vous voulez commenter la première épreuve, peut-être vous avez des questions sur Matcha, peut-être vous avez des questions qui n'ont rien à voir, mais qui pourraient intéresser le public. On est donc sur un public très studieux, qui ne se met pas énormément en avant. J'en profite pour reparler d'ailleurs de cette histoire de match entre l'homme et la technologie. Est-ce que vous savez en quelle année avait eu lieu un des matchs les plus médiatisés entre Garry Kasparov, qui était donc 6 fois champion d'échecs, et puis un ordinateur qui avait été construit par IBM, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 88 ? Un peu plus tard. Oh, plus tard. 97, c'est presque une bonne réponse. Le premier match, en fait, il y en a eu 2. Le premier match a lieu en 96. Et la première fois, c'est quand même Kasparov qui a gagné. Et ce qui lui a fait dire, de manière peut-être un peu présomptueuse, les machines ne battront jamais les hommes. Alors, en l'occurrence, quand il disait les hommes, il parlait de Garry Kasparov, aux échecs.
Bon, il se trouve que quand il y a eu une nouvelle édition, une deuxième compétition entre le donc comment s'appelait cet ordinateur Blue, bon, bref, nous l'appellerons Didier, entre Didier de chez IBM et Garry Kasparov. Cette fois-ci, la machine avait quand même été améliorée. On avait rajouté encore des dizaines de milliers de parties d'échecs. On avait essayé de bosser donc sur la machine. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez marrant, qu'on ne dit pas souvent. On dit que la machine a battu Garry Kasparov. Mais en fait, quand on observe les 6 parties qui se sont déroulées, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur la première partie, Garry Kasparov bouge une pièce. Et alors là, la machine fait une proposition qui déconcerte totalement Kasparov. Il ne sait pas pourquoi la machine a joué ce coup. Et en fait, il s'avère a posteriori que c'était un bug. La machine n'a pas été capable de sortir le coup optimal en fonction de toutes ces dizaines de milliers de parties qu'elle avait en base de données. Donc elle a joué un coup aléatoire ou simili. Et du coup, Kasparov remporte cette partie, mais il est complètement déstabilisé. Il perd la partie suivante. Et il fait 3 nuls ensuite. Et il perd la dernière partie. Et il se rend compte qu'en fait, la deuxième partie qu'il a perdue, juste après avoir été déstabilisé par ce coup un petit peu aléatoire, et ben en fait, il aurait pu faire un nul. Oui, au lieu de perdre, il aurait pu faire un nul, et donc il aurait pu encore une fois battre ou faire un nul avec la machine. Donc voilà, parfois, on surestime la machine, ce qui a un impact psychologique sur nous-mêmes, et on se tire une balle dans le pied. Voilà, c'était pour la petite anecdote, on doit être pas loin des 3 minutes. Est-ce que c'est bon côté matcha? Ici, c'est bon. Ça a l'air d'être bon? Pas tout à fait. Bon, vous voyez que l'homme a encore de beaux jours à vivre avant l'arrivée des robots. Nous ne sommes pas aujourd'hui encore... il ne tape pas assez vite. C'est donc tes mains qui ne sont pas des mains de pianiste. Tu ne pourrais pas jouer Rachmaninoff, mon petit Benoît. Alors, c'est bon. On va envoyer donc les 2 propositions par candidat. On va commencer donc par le premier cas pratique. Oui, j'avais dit, pardon, un vin, mais c'est 2 vins par cas pratique. Excusez-moi. Donc là, on est dans le cas pratique où je vais dîner chez des amis, nous allons manger un couscous. Mes hôtes adorent quand c'est épicé et je veux un vin en accord avec ces plats épicés pour un maximum de 30 €. Donc, proposition numéro 1, vin numéro 1 du candidat numéro 1, donc Leccia Blanc 2017 Patrimonio. Et ensuite, le vin numéro 2, on est sur un beau bois, Côte-du-Rhône 2014. Je temporise comme ça pour laisser un petit peu de temps à nos jurés pour se décider et préparer une notation. Le 22, c'est pour le fromage, c'est ça? Non, c'est 2 vins différents. Ah, d'accord. C'est le vin numéro 1 et le vin numéro 2 sont pour le même cas pratique. Et ensuite, du côté du candidat numéro 2, donc, on est du côté de Sainte-Foy-Bordeaux. Et ensuite, on part du côté du Portugal. Alors là, on peut laisser un petit peu plus de temps à nos jurés, parce qu'effectivement, il y a un peu plus d'informations à traiter. Et comme nous ne sommes pas des machines, un petit peu d'humanité, de patience, ça fait pas de mal. « 30 €, c'est un peu chiche, mais bon, après, ils ont fait un couscous, donc ça coûte pas très cher non plus. Ça dépend si on les aime bien ou pas. Oui, là, on dépasse. Vous voyez que moi, mes compétences se situent à un autre niveau. Est-ce que vous avez fait vos choix, chers jurés, pour donc ces 2 fois 2 propositions? Je vais vous demander donc de noter... Alors, je ne me souviens plus, est-ce qu'on note par vin ou par proposition? Par candidat, voilà, c'est ça. Donc, pour les 2 propositions du candidat 1, à combien notez-vous cette proposition? C'est parti. Eh bien, 3, 2, 3, 2. Voilà, ce qui fait une note moyenne de 10.
ce qui est moyen, hein, finalement, hein, comme on dit à l'éducation nationale. Et pour le candidat numéro 2, donc les deux propositions du candidat numéro 2, combien donnez-vous, chers jurés? Là, il y a un... Alors, 3, 4, 2 et 3, ce qui fait donc 12 sur 20. C'est donc un peu mieux pour le candidat numéro 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, pour le coup, c'est pas la faute de la machine, c'est l'homme qui a mal tapé. Ce qui peut arriver avec des stagiaires, j'ai déjà eu l'occasion de le constater. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on les garde pas longtemps en général. Alors, dites-nous, Benoît, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vin qui a été mal saisi? Il y a un vin qui va changer, il va falloir renoter. C'est dans quelle proposition? Dans la proposition 1 ou 2? Ne vous inquiétez pas, c'est ça, voilà. Vous voyez que finalement la machine ne supplante pas l'homme. Il y a toujours ce petit piment, la mano de Dios, on dit au football aussi, avec des gens qui trichent ou qui se trompent. Est-ce que c'est bon? Ça a été... Il va falloir renoter le candidat 1. Ah, c'est le candidat. Donc c'est le candidat 1 qu'il va falloir renoter. Par contre, j'ai pas vu ce qui a changé pour l'instant. Ah, pardon. Ah oui, pardon. Ah bah oui, forcément. C'est sûr que... forcément. Alors donc, pour le candidat numéro 1, on va donc opérer de manière absolument inédite un revote. Une revotation, comme on dit chez nos amis suisses. Cher juré, est-ce qu'on peut revoter? Et du coup, ça va peut-être un peu plus avantager notre candidat numéro 1. Oui, voilà, bah, tout de suite, bon, c'est mieux. Hein. Et on passe de 10 à 16 en changeant de couleur. Comme quoi, quand on remplace un grand vin par du vinaigre blanc, eh bien, la note baisse. Alors, donc ça fait 16 finalement pour le candidat numéro 1 et donc 12 pour le candidat numéro 2. Alors j'espère, Benoît, que c'est la dernière petite surprise que tu nous prépares. Bon, ça va, c'est bon. On va passer du coup au cas pratique numéro 2. Alors là, je vous rappelle, je contribue à organiser l'anniversaire d'un ami. Je suis chargé d'apporter le vin sur le fromage. Le plateau sera très varié. Nous serons 17 convives et mon budget est de 60 €. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus upper class. Hein. On se retrouve dans un dîner CSP++. Et donc, chez le candidat 1, le premier vin est un Pinot Gris d'Alsace. Le deuxième vin, eh bien, on repart à Sainte-Foy, Bordeaux. Chez le candidat 2, on part à... Ça dépasse 60 de quelques cents. Qui... Oh, bah là, ça veut dire du coup qu'on a peut-être un indice. Ah bah non, parce que de l'autre côté aussi, ça dépasse. Ça dépasse. Oui, mais alors je vous avais dit qu'on était sur un dîner CSP+, donc c'était le budget, c'était à titre informatif, on s'en fout. Alors, non, bon... Effectivement, il faudra... Eh ben, moi, je pense que, cher juré, et Vincent, vous avez bien fait de le constater. 60 la bouteille, paraît-il. Ah, 60 la bouteille. Ok, bon, bah alors, si c'est pas saisi comme ça, bon, ben voilà. Donc là, ça confirme ce que je disais sur la catégorie sociale et professionnelle. Alors, donc, ne tenez pas compte du prix. On est sur du haut de gamme, quoi qu'il arrive. Ophélie, oui? Il se met le micro comme ça de son côté. Oh, pardon, excusez-moi. Non, j'ai une question. On est bien d'accord que là, c'est la proposition du caviste qui propose 2 vins au choix et l'autre achètera un des 2 vins. Ce ne sont pas 2 vins complémentaires. Et c'est pour ça C'est ça ma qu'effectivement, question. on ne dépasse pas 60 €. Et c'est là qu'on voit qu'on a bien choisi notre présidente puisqu'elle a mieux compris l'intitulé et les épreuves que l'animateur. Donc on peut donc applaudir Ophélie qui a démêlé ce problème, effectivement. Le caviste, souvent, va vous donner le choix. Là, en l'occurrence, c'est ces 2 bouteilles différentes. Et donc on reste en dessous de 60 € pour l'un ou pour l'autre à chaque fois. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est chez les riches qu'on n'est pas radin. Donc une bouteille, même s'il y a 17 convives, ça suffit. Alors, du coup, maintenant qu'on a démêlé cet imbroglio, est-ce que le jury a fait son choix sur les 2? Pas encore. Eh bien, donc, si vous avez une question, c'est le moment de lever la main. Non, là, c'est pas une question. Il se gratte le nez.
Personne. Très bien. Si, si, monsieur. Alors attendez, je vais essayer de ne pas passer devant la caméra. Monsieur. Moi, je trouve que ces vins sont hors de prix. Mais alors, bon, effectivement... Notamment le vin italien à 56 €. Alors, je sais pas d'où il sort, lui. Hein. Vraiment. C'est très cher. C'est très cher. C'est pas un Barolo, non À la base. Après, monsieur, si je peux me permettre, le caviste ne part jamais de son besoin ni de son porte-monnaie à lui. C'est-à-dire que là, on a une situation où le client dit 60 € max. Et d'ailleurs, je trouve... C'est une bouteille, 56 €. Ouais. Donc, pour 17 personnes, là, c'est quand même un beau cadeau. Hein. C'est vrai, mais ce qu'on n'a pas dit dans l'intitulé, c'est que chacun des 17 convives vient avec une bouteille. Ça fait quand même 17 bouteilles, une par personne. Donc le dîner va être joyeux. J'espère qu'il y a un Sam, un conducteur qui ne boit pas quand même parmi cette équipe. Et Paolo, vous voulez rajouter un mot ? Je vais juste rajouter un mot parce que, en l'occurrence, c'est le cas pratique de Clément. Et Clément... Oui, j'avais mis un petit obstacle justement, 17 convives, alors ça dépend si ce sont des vignerons sancerrois ou des gens qui boivent pas beaucoup, ça existe aussi. Mais à 17 convives, j'aurais bien aimé voir par exemple un budget de 30 € la bouteille pour en choisir 2 par exemple. Voilà. Ou un magnum. Voilà, c'était ça en fait la subtilité de ma démarche. Alors il n'y avait pas de magnum dans la liste, donc bon, effectivement, petit problème de communication. Moi, j'aurais une réflexion et à demander à Gaëtan, est-ce qu'il a pensé, quand il a fait la réflexion, 2 bouteilles pour le budget de 60 € par vin? Non, moi j'ai demandé, la seule information que j'ai demandé, c'est est-ce que 60 € c'était pour le budget total et ramener plusieurs bouteilles, ou si c'était le prix de la bouteille. Donc moi je suis parti sur le prix de la bouteille. Voilà. Donc c'est bon, en tout cas, ça a été respecté, le critère de 60 € par bouteille, même si là-dessus on a eu un petit couac de communication. Ça a été respecté du côté de la machine et du côté de Gaëtan, sachant qu'en plus il n'y avait pas de magnum, donc malheureusement on ne pouvait pas proposer ce choix-là. On va voter après avoir démêlé toutes ces histoires. Donc pour la double proposition du candidat 1, mesdames et messieurs les jurés, bon, bah c'est pas mal, 5, 4, 4, ce qui fait donc 12, 17. 17 pour le premier candidat. Et maintenant, donc pour la double proposition du candidat 2. Le jury est moins conquis. 4, 3 et 2, ce qui fait 12 pour le candidat 2. Nous allons donc... On va faire un petit commentaire. Oui, alors rapidement, parce qu'on... je vais le faire rapidement. Juste pour dire que moi, je me suis attaché au fait qu'on ne boit pas assez de blanc en France, et notamment avec les fromages. Or, on le sait, quand c'est très composite, les blancs vont évidemment mieux. Alors, bien sûr, il y a un rouge un peu opulent et un vin doux, qui est une autre proposition, mais le blanc, à mon avis, semble évident quand un plateau est très composite et qu'on ne sait pas a priori ce qu'il y aura sur le plateau. Voilà. Et en plus, c'est bien de faire un peu de prosélytisme et de pousser les gens à boire du blanc avec le fromage. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Eh bien, du coup, après cette remarque liminaire, on va afficher donc la révélation. Ouh là 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 là. Là, il y a un revirement terrible vis-à-vis de nos propositions, puisque Matcha va reprendre la tête sur cette épreuve avec une note moyenne de 17 sur 20 et Gaëtan 12. Encore une fois, tout ça est très subjectif. Hein. On n'est pas là pour faire la preuve de la supériorité des solutions Matcha. Oui, Benoît. Je voulais juste ajouter concernant le débat qu'il y a eu sur justement les 17 convives. Moi, je me suis dit, mais 17 convives, normalement, c'était censé être un budget par bouteille. Et du coup, j'ai posé la question à Clément qui avait fait le cas. Peut-être qu'il aurait peut-être pas fallu que je le fasse, mais moi, je me suis dit, mais 17 convives, en fait, est-ce que c'est un piège ? Il m'a dit, bah, voilà, tu l'interprètes comme tu veux. Du coup, c'est moi qui l'ai interprété dans le moteur en lui disant, comme je savais que je voulais 2 bouteilles, je lui ai dit, ben, tu prends 30 €. Voilà. Donc là-dessus, c'est mon interprétation et qui différait de la tienne, mais sur un point technique qui
pas du tout réaliste d'un caviste qui va sûrement interpréter ça en posant une question. Là, vous voyez déjà le côté largement subjectif, puisque finalement, nos deux candidats n'ont pas interprété de la même manière les consignes, puisqu'ici, on a décomposé en 2 bouteilles. Enfin, c'est ça, hein, Benoît, si j'ai bien compris. Et puis, chez Gaëtan, c'était juste une bouteille. Donc, bon, effectivement, les disparités dans les notes sont pas forcément très pertinentes. Parce que du coup, je pense qu'avec ta proposition, Gaëtan, t'as peut-être... ou je sais pas, c'était plus cher de ton côté ? Oui, la marronne de la Valpolicella, ouais, voilà, moi oui, voilà, c'était ça. Voilà. Ok. Donc là, tu as été victime de ce qu'aujourd'hui on appelle le mépris de classe chez les Gilets jaunes. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, ça a été interprété de manière différente. Là, effectivement, écoutez, on va passer à la 3e étape. Hein, et comme ça départagera notre histoire. Vincent ? Il y a quand même une dimension culturelle très forte, que les Français ne veulent que du rouge avec le fromage. Et donc, de ce point de vue-là, il a bien joué, parce que apporter du blanc à un dîner de fromage, c'est quand même s'exposer à devoir expliquer et faire l'explication générale avant même de commencer à goûter. Et dire oui, j'ai fait exprès de vous prendre du blanc parce que ça va mieux. Et bon, c'est vrai que je peux comprendre que ça soit pas facile. Et Ophélie ? Je fais encore perdre du temps, mais moi c'est l'inverse. Je trouvais que la proposition de Gaëtan était super osée. Enfin, un Amarone ou un Maury, pour moi c'était vraiment le choix super culotté qui était hyper tentant. Et en même temps, ça passe ou ça casse. Je trouvais que le blanc était peut-être plus facile à faire passer. Mais bon. Mais alors vous vous êtes mis du côté de celui qui ramène pour se faire plaisir ou du côté des convives ? Non, mais moi j'ai beaucoup hésité, mais le Pinot Gris, j'ai beaucoup aimé la proposition. J'étais moins fan du Ostenspick en blanc et j'étais hyper fan de la Marronne et du Maury. Je me suis dit c'est trop risqué. Mais enfin voilà, c'est très subjectif. Bon ben voilà, là ça c'est encore la preuve que c'est très subjectif. Madame, vous aviez une question ? Pas une question. Une remarque. Alors, petite remarque. Non, juste par rapport à cette histoire de rouge avec le fromage. J'étais très récemment dans une conférence qui était donnée par Jacques Puiset qui justement parlait de fromage et de vin. Et il a dit qu'avant, les vins rouges étaient des vins très souvent qui étaient vieillis en cave, où les tanins avaient déjà eu la possibilité de se polymériser, c'est-à-dire c'était moins tannique, beaucoup plus rond, léger, etc. Et ça s'accordait mieux avec le fromage. Et aujourd'hui, on veut des vins jeunes, tanniques, qui ont souvent beaucoup de structure. Et les tanins contredisent en fait ce que raconte le fromage. Donc, d'un point de vue moderne, le vin rouge avec le fromage n'a plus trop lieu d'être, à moins qu'on ait des vieux vins qu'on sert avec le fromage. Ouais, personne boit de vieux vin, hein. On le sait, enfin globalement. Non, mais ça devient plus rare, oui. Il y a Gaëtan. Merci madame. Ben non, mais c'est hyper intéressant. Et comme quoi, voilà, on peut. Gaëtan, non, oui. Non, je rebondis parce que moi j'ai fait mes études dans sommellerie. En 2005-2006, je suis sorti de mention complémentaire. Et on me disait que déjà à cette époque que c'était nouveau de boire du vin blanc avec le fromage. D'accord. Voilà. Donc finalement, quand on ramène du blanc sur le fromage, on n'est pas du tout un novateur. Et j'aime aujourd'hui dans la restauration, servir un vin blanc avec le fromage ne choque plus les gens, heureusement, parce que étant fils de producteurs laitiers et de fermiers qui faisaient des fromages, la question, je l'ai retournée un petit peu. Et certaines... alors là, la Marronne, pour le coup, c'est un vin, pour ceux qui le connaissent, qui est issu de raisins de 3 grands cépages, Molinara, Corvina et Rondinella, qui sont passerillés. D'accord ? Donc on a fait dessécher pour concentrer l'aromatique. Et en effet, on a des vins avec de la concentration, une superbe matière. Il y a presque une sensation de sucrosité dans les vins, même s'il n'y a pas de sucre dans le vin. Mais il y a presque une sensation de sucrosité qui va arrondir parfois certaines acidités lactiques sur les fromages. Voilà mon choix. Bon, c'est vrai que c'est un peu long à expliquer en cas pour une vente rapide. Voilà. Bon, en tout cas, essayez un jour. On y voit plus clair. Et d'ailleurs, Gaëtan, je me permets de vous rappeler qu'il est l'heure pour vous, si vous voulez pas être en retard. Avec grand plaisir. Et donc, on va applaudir notre candidat et notre meilleur sommelier 2016. Vous voyez, et vous avez vu avec ce genre d'explication pourquoi il travaille avec la NASA. Et non, mais j'étais très content J'adore la position de challenger. Ok. Et je vous assure, j'adore cette position quand on travaille, et c'est comme ça qu'on doit
quand on veut faire évoluer les métiers, les visions, on doit toujours, si on croit qu'on est déjà au-dessus, on est déjà mort. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, je me bagarrais contre un outil qui est... Gasparov a perdu aux échecs contre la machine. Donc moi, je me bagarrais contre un outil à la base qui est déjà plus fort que moi. Alors je me bagarrais pas contre, mais avec un outil. Voilà. Et j'ai fait un super jeu avec et je me suis vraiment éclaté avec vous, quoi. Vraiment. Et bravo pour l'outil. Il aurait fallu que les notes soient données par une machine pour que ça soit vraiment fair. Et c'est nous qui sommes nuls, c'est toi qui En fait, il aurait fallu 2 machines et 2 humains si on voulait complètement être clair là-dessus. En tout cas, merci infiniment Gaëtan d'être venu. Et il a eu la gentillesse de nous laisser son petit devoir maison pour qu'on puisse terminer avec la 3e épreuve sans lui. Et puis on regardera Benoît nourrir la machine et la machine roamer, comme on dit dans la langue de Molière, pendant 5 petites minutes. Et ensuite, donc, on notera les 2 propositions de cartes des vins, puisque c'est ça que Gaëtan nous a laissé. Alors donc, pour cette... Merci beaucoup Gaëtan. Donc pour cette 3e étape, on a gardé une enveloppe cachetée. Et on l'a décachetée quand même pour la rentrée dans les résultats. Ils seront présentés de manière anonyme, encore une fois. Et donc voilà, le cas. Comme ça, je vais me taire un peu. Alors, Clara et Jean-Baptiste, c'est pas un problème de maths. Clara et Jean-Baptiste ouvrent un petit restaurant à Nancy, dans le Grand Est. Clara a des origines suisse-italiennes, tandis que Jean-Baptiste est jurassien. Tous deux ont une passion commune, le fromage. Ils ont décidé de créer un restaurant inspiré par la bistronomie, où le fromage est au cœur de leur recette. Le menu est décliné en série de petits tapas soignés. Parmi leurs plats signatures, mini raclette, espuma de chou-fleur et crumble de parmesan, crostini de burrata, dattes et poires. Jean-Baptiste adore les vins de sa région natale, avec un penchant pour les goûts oxydatifs et les parfums surprenants en général. Le bio est important pour lui, tout comme pour Clara, qui affiche même une préférence pour les vins nature. Il rêve d'une carte des vins originale assez resserrée autour d'une quinzaine de références, avec un prix d'achat hors taxe allant de 7 à 35 €. Donc on est sur une table assez démocratique. Ils ont néanmoins une petite inquiétude, pas pour le Grand Est, effectivement, vous avez raison de faire la moue. Ils ont néanmoins une petite inquiétude, arriveront-ils à proposer des vins de toutes les couleurs? Alors, je pense qu'on n'a pas donné ce texte comme ça, brut, à l'outil Matcha Advisor, sinon, quoique, est-ce qu'il est capable de prendre du texte comme ça, ou il faut remplir des critères? Quelques précisions. Comme on a vu dans la démo pendant la présentation en intro, en fait, on ne va pas prendre le texte brut. On va prendre les critères, typiquement où est-ce que situé le restaurant, quel est le type de positionnement, est-ce que c'est un bistrot, une brasserie, un restaurant traditionnel. Ensuite, on va prendre en compte le budget, donc la fourchette de budget. On va évidemment regarder les plats signatures et on peut en rentrer dans l'outil 3 comme 15. Avec des mots-clés? Alors, avec les intitulés de plats tels quels, comme on l'a fait sur l'épreuve à Cormet et vin. Plus il y a de détails, plus l'outil se nourrit de ce détail, ouais. Et du coup, plus il va travailler sur des plats et des accords en symbiose avec la recette. Et voilà, donc c'est vraiment sur des critères qu'on va prendre dans l'intitulé textuel. D'accord, donc on pourrait pas le nourrir, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait pas dire OK Google, enfin OK Matcha, voilà, je vais te lire une petite histoire sur Clara et Jean-Baptiste, et dans la seconde, il nous envoie un PDF au visage. Alors, on peut faire ça. C'est pas encore la manière dont on fait ou dont on traite ce cas, mais c'est possible techniquement. Il n'y a rien qui est impossible. Je regarde mon CTO avec appréhension, mais rien n'est impossible, a priori. Thomas, excusez-moi de poser une question, parce que je trouve ça passionnant, mais du coup, sur la proposition de la machine, le couple va faire son choix avec ses origines italo-jurassiennes, ou est-ce que ça rentre en ligne de compte pour la machine? Les origines, les inclinations Ça rentre en ligne de compte. Il y a un critère typiquement qui est est-ce que vous avez une région de prédilection sur votre carte des vins que vous voulez voir dominer?
Et donc du coup, là, on peut venir un peu modifier. Ok. Et, je crois qu'on est bon du côté de Matcha, donc finalement ça a pris moins de 5 minutes. Oui, et d'ailleurs il y avait aussi le bio aussi. Enfin, on peut rentrer tout un. T'en as pas parlé, Thomas? Bio, naturel. Voilà, biodynamie, etc. Enfin, tout un tas de critères assez récents d'ailleurs pour certains et qui permettent d'écrémer la carte. C'est des critères hyper importants de pouvoir régler une intensité de bio, de biodynamique, de naturel. Aussi de classicisme ou d'originalité par rapport à une carte des vins, parce qu'on a beaucoup de restaurateurs qui aiment bien avoir des valeurs refuges, d'autres qui sont plus dans la tentation ou hors des sentiers battus. Donc c'est aussi des critères qu'on met en avant dans cet outil. Et voilà, de l'audace, hein, comme disait Gaëtan dans sa version. Il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, sinon on est mort. Du coup, je crois qu'on est bon du côté du candidat Matcha. On a rentré la carte proposée par Gaëtan. Et on va donc afficher les deux propositions. Donc on va commencer par la carte des vins du candidat 1. Toujours anonyme. Il peut être mi-homme, mi-figue, mi-raisin, mi-machine. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Plus ou moins. Moi, vu mes compétences, le seul critère que j'arrive à bien regarder, à bien noter, c'est le respect du budget. A priori, c'est bon. Oui. Il y aura aussi un slide qui récapitulera prix mine, prix max, prix moyen, nombre de vins rouges, nombre de vins blancs et nombre de vins autres, qui arrivera en troisième, après les deux cartes détaillées. D'accord. Alors, on peut laisser les jurés prendre des notes, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, et pendant ce temps-là, on va discuter. Merci, madame, de m'emboîter le pas. Moi, j'ai une question. Elle vient d'où, cette liste de vins? Enfin, je veux dire, une fois que la carte de vin est faite, comment ils se les procurent, ces vins? Enfin, comment dire? Toute cette carte des vins, les vins existent, mais est-ce que Matcha fait le lien entre les vignerons et les restaurateurs? Comment on fait alors, je ne suis pas vigneronne, mais en tant que vigneron, je pense que s'il y a des vignerons, ils doivent se poser la question, comment ils font pour être là-dessus? Alors là, pour cet exercice, en fait, on a travaillé avec Paolo du repère de Bacchus sur une liste de un peu plus de 500 références. Le repère de Bacchus, comme vous le savez, ne vend pas de vin aux restaurateurs directement, donc on a un peu construit des prix hors taxe dédiés pour l'épreuve. En dehors de ça, quand on travaille avec cet outil Matcha Select, en fait, on le pousse aux distributeurs. Donc ça peut être des agents, ça peut être des grossistes, ça peut être des spécialistes CHR. Et du coup, on se branche sur leur catalogue vin et on travaille avec leur catalogue vin. Donc pour des vignerons, c'est soit ils travaillent déjà avec les distributeurs et auquel cas ils sont embarqués dans la proposition, soit effectivement il faudra trouver un autre moyen de travailler en direct avec eux. Ça répond totalement. Ouais. Alors, du coup, revenons à nos moutons. Chers jurés, est-ce que vous avez eu le temps de bien observer la liste, de prendre des notes? Je vois qu'Ophélie Ça se passait bien à la fac, Ophélie, ou pas, la prise de notes? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment, parce qu'après, Thomas va fuir. Oui, je rappelle d'ailleurs pour le jury que les deux critères à prendre en compte, c'est respect des critères et cohérence de la carte. Donc il y aura une note pour chaque candidat et pour chacun. Respect des critères et cohérence de la carte. Très bien. Ça, je ne voulais pas préciser, excusez-moi. Respect des critères et cohérence de la carte. Oui, on a une autre question. Oui, la solution du coup Matcha, elle est plugable sur tous les sites e-commerce de vin, je suppose. Donc on peut avoir une pop-up avec un truc pour discuter directement avec le robot.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment, c'est une des cibles prioritaires, c'est la partie e-commerce. Comment est-ce qu'on peut accompagner n'importe quel consommateur ou acheteur de vin en ligne? Et effectivement, le Cavis virtuel qu'on a utilisé dans l'épreuve 2 peut être intégré assez facilement à n'importe quel site et branché au catalogue produit, au stock et au prix en temps réel. Vous pourrez laisser votre site à Thomas après. Je prendrai 10%. Alors, on est bon sur la première carte? Oui, c'est bon? Super. On va passer donc à la deuxième carte. Ouais. Oui, c'est ça, hein, puisque de toute façon, il y a le slide récapitulatif. Je me parle à moi-même, mais dans le micro. C'est étrange. On vous laisse donc contempler cette carte. Je vais vérifier sur le prix aussi, hein, puisque c'est le seul truc que je peux faire. Contrepétrie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent savoir si on peut plugger toutes les solutions Matcha sur leur site ou rentrer dans les bases de données de Matcha? Non, ça c'est bon, on a répondu aux questions. Et peut-être que Thomas, tu pourrais dire un mot sur le template, par exemple, qui est utilisé pour parce que qu'est-ce qui sort finalement pour le restaurateur qui a envie d'avoir sa carte des vins? Est-ce qu'il y a des services de design aussi derrière? Parce que ça, c'est aussi important. Moi, j'ai déjà vu dans des restaurants des photos de pizza qui ne donnent pas envie de rester dans ce restaurant. Donc, comment ça se passe de ce côté-là? Effectivement, alors l'outil pour l'instant est vraiment centré sur la conception de la carte des vins sur mesure pour le besoin du restaurateur. À la fin de cette conception, on a une fonctionnalité d'export où on peut générer un Word, un PDF. Word pour la côté modifiable parce que souvent un restaurateur fait sa carte des vins chez plusieurs distributeurs, plusieurs fournisseurs. Donc pouvoir rajouter des références, c'est intéressant. Et puis effectivement, sinon il peut s'appuyer sur un PDF imprimable qu'il peut poser sur la table. On va développer cette partie d'export ou de templating parce que on sait aussi que les restaurateurs ont un vrai besoin de personnalisation, de mettre un peu leurs pattes sur la carte des vins, que ce soit avec un logo, des couleurs ou autre chose. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on va travailler pour répondre à leurs besoins de manière un peu plus précise. Est-ce que vous allez développer des compétences dans le cuir? Parce que souvent, la carte des vins est présentée dans un joli... Comment on appelle ça? Un portefeuille? Non, c'est pas prévu, ces compétences de maroquinerie, ou je ne sais pas comment on dit? Non, alors on a déjà suffisamment à faire avec la diversification bière et spiritueux. Donc le cuir, qui est pourtant un domaine passionnant, la tannerie, de manière générale, ne rentrera pas dans les compétences matcha. En tout cas, pas en 2020. On n'est pas avare de surprises, donc on va voir si on peut faire quelque chose. Oui, je comprends. C'est vrai que la vachette, en tout cas les qualités du cuir, c'est peut-être pas les mêmes critères et la même technologie. Où en est-on du côté de notre jury? Est-ce que vous avez eu assez de temps pour consulter cette deuxième carte? Est-ce qu'on peut passer au prochain slide qui résume? Voilà, donc je rappelle... Les prix sont indiqués en hors taxe. Respect des critères, cohérence de la carte sont les deux maîtres mots ici. Bon, des deux côtés, c'est quand même assez resserré, comme on disait dans le texte. C'est quand même, en tout cas, quand on regarde les stats comme ça, alors évidemment, ça mériterait d'être discuté dans le détail, mais quand on regarde les statistiques comme ça, on est quand même sur des choses assez similaires. Je veux dire, il n'y a pas un écart fondamental. On a le droit d'avoir 14 et 12, par exemple. C'est pas un nombre de vins imposé. C'est-à-dire que du côté de Matcha, on avait rentré 15
15 bouteilles. Quand il dit dans le texte au départ, je me souviens, ils avaient dit assez resserré, 15 références ou quelque chose comme ça maximum. Et puis je pense que Gaëtan l'avait compris de la même manière. Est-ce que c'est bon pour vous, chers jurés, du coup, ou vous avez besoin qu'on repasse le dernier slide ? Alors, donc, on va voter pour le candidat 1. Il y a 2 notes, donc respect des critères, puis cohérence de la carte. Oui, allons-y. Allez, soyons fous. Non. Mais surtout que ça aurait été difficile, par exemple, si on met 2-5, bon, parce qu'on n'a qu'un seul panneau. Merci, Benoît, de mettre un petit peu d'intelligence dans ma folie, dirons-nous poliment. Alors, donc le premier critère pour le candidat 1, donc respect des critères. Bon, 5, 4, 3, ce qui fait donc 17. Donc le candidat 1 est assez respectueux sur le plan des critères. Voilà, je m'arrêterai là pour ce commentaire. Respect des critères, c'est quoi? Parce que si, comme je vois 3, je me dis sur quoi est-ce qu'il se base pour le tacler un peu. Peut-être. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? J'ai l'impression que le couple qui s'installe avait beaucoup d'importance sur l'accord régional, sur les oxydatifs. J'ai pas trop trouvé mon bonheur sur cette carte-là. C'est un peu pour ça. Du coup, plutôt sur la région ou le côté oxydatif? Les deux. Les deux? D'accord. Bon. Et ensuite, maintenant, du coup, la cohérence de la carte pour le candidat 1. Très cohérent, puisqu'on est donc à 17. 5, 4, 4, 4, donc 17 pour le candidat 1. On va passer donc à la même chose pour le candidat 2. Donc la deuxième carte, en matière de respect des critères. J'ai l'impression que chez Clément, on a trouvé plus de régionalisme, d'oxydatif. 4, 5, 5 et 4, ce qui fait 18. Et ensuite, sur la cohérence de la carte, un peu moins bien. 3, 3, 4, 4, mais quand même pas si mal. Ce qui fait donc 14. Est-ce que les notes ont été rentrées dans la machine? Je voudrais juste faire un petit commentaire. Oui, bien sûr. Allez-y, Vincent. Je n'ai pas compris qu'on trouve 2 Riesling dans la carte des Blancs, alors que on se le disait, quoi. Le Pinot Gris est un cépage merveilleux, et les Gewürz Grand Cru, pas trop sucrés, enfin en tout cas à peine doux. Le Riesling, pour moi, c'est pas un cépage de fromage. Je pense que du coup, il est peut-être trop tôt pour répondre à cette question, parce que si c'est Gaëtan, bon, de toute façon, il n'est pas là pour nous l'expliquer, mais vous pourrez lui demander. En revanche, si c'est Matcha, peut-être qu'il faudra rajouter une option, pas de doublon de cépage ou de... Voilà. Pour moi, jamais je sers du Riesling avec du fromage. D'accord. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on est bon? Attention, the moment we've been waiting for, ladies and gentlemen, is about to happen. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Gaëtan a un profil très respectueux et très cohérent, et il repart logiquement avec une note moyenne de 17 pour ce 3e exercice. Quant à notre petit Matcha, eh bien, il a respecté les critères, ce qui est normal puisqu'on les saisit. Donc si derrière, il nous sort n'importe quoi, c'est quand même basique sur le plan informatique. Donc ça veut dire que Benoît et les développeurs n'auraient pas fait bien leur travail. Et donc là, on est quand même rassuré de voir qu'ils ont une bonne note en matière de requête. On va chercher dans la base de données et on ramène une réponse qui correspond. Pour la cohérence de la carte... Ah bah là, voilà, c'est le pointillisme, la subjectivité humaine qui fait que... Ophélie, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Je voulais pas couper, mais non, aucun problème. J'ai quand même été surprise par la proximité, enfin la ressemblance entre les deux propositions. Le côté original qui était hyper respecté, enfin je suis assez épatée. Même vraiment dans les références?
Ah oui, moi j'ai trouvé que les deux cartes étaient assez excitantes, quoi, Ok. au vu de l'énoncé. Après, c'est aussi parce qu'on est allé taper dans la base de données de Paolo. Donc, Les vins sont peut-être qu'il y beaux. a- Il faut dire qu'effectivement, la base peut-être de qu'il y a une données propose présélection des qui est super déjà vins. Ouais. alléchante. Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on regarde les deux résultats côte à côte, comme ça, bon, alors moi, avec mon œil pas du tout expert, on se dit, bon, qui est l'un, qui est l'autre, quoi. C'est difficile. Et Vincent, oui. J'aimerais entendre la voix de l'IA, moi. Pour le Riesling. Est-ce qu'il est alsacien ou l'IA est peut-être... Matcha est peut-être un peu alsacien. Hein. Est-ce qu'on lui a fait une âme alsacienne, alors, Benoît? Alors, effectivement, je ne peux pas exactement savoir d'où vient un Riesling et pourquoi. Je pense que c'est un critère de diversité de la carte. C'est aussi pour ajouter d'autres régions dans la carte au-delà de celle qui a été préférée, parce que ça, c'est quelque chose aussi de recherché dans l'algorithme qu'on a construit. Et je voulais juste rebondir un peu sur ce qu'a dit Val. Alors, le respect des critères n'est pas si simple que ça. Non, je voilà. plaisantais, bien sûr. Alors, si on peut biaiser, mais en fait, parce qu'il y a beaucoup de critères. Il y a le prix, il y a les régions, il y a les couleurs, il y a les préférences, les plats. Et donc, lesquels on désobéit un peu au détriment de l'autre. Comment on équilibre ça? Et voilà, et c'est un peu ça qu'on a cherché dans ces services. Pouvoir équilibrer ces plusieurs critères et volontés de l'utilisateur. Chose qui paraît assez normale et assez simple pour un humain, pour quelqu'un qui est dans le métier. Et pour traduire ça en langage machine, ça prend un peu de travail. Voilà. Je vais faire l'avocat de Matcha. Peut-être on a des œillères énormes, nous les humains. Peut-être qu'un osso irati, ça marche très bien avec du Riesling. J'ai juste jamais essayé. Non, mais c'est vrai. On a quand même des œillères culturelles extrêmement fortes et que parfois, il faut juste essayer, quoi, et peut-être faire des découvertes. Ça peut nous donner des idées. Ah, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Oui, j'arrive tout de suite. Hop, un petit Forsbury en arrière. Ah, Excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Alors, je suis alsacienne d'origine, alors je ne vais pas forcément être objective, mais je vous avouerai que régulièrement, nous, on sert des Riesling avec des plats de fromage. Après, c'est thématique. Pardon? Des plats avec du fromage. Des plats. Sur des plats principaux, vous voulez dire? Non, là, il s'agissait de fromage. Juste oui, de fromage, sur le fromage. brut. Ouais, un plateau de fromage. Avec, alors, on choisit les fromages, mais un plateau de fromage à base de comté, fruité, mais léger. Il y a tout le savanien qu'il fallait, là. Oui. Et puis après, si c'est des fromages, on va dire plutôt corsés, eh bien, on va préférer servir des Gewürztraminer. Voilà. Mais je vous rejoins, on a tendance effectivement à proposer davantage les vins blancs aussi, d'une façon globale, après selon les thématiques. Ah, vous voyez qu'il y a des différences subjectives, mais on arrive à se retrouver sur ce fameux blanc qu'il faut servir au fromage et arrêter de sortir. Effectivement, là, la machine n'a pas de préjugés culturels. C'est l'avantage. Et bien sûr, Eduardo, je salue votre travail en matière de pondération, de traduction dans le langage informatique, parce que pour le coup, on se retrouve avec des 1 et des 0 en bout de chaîne. Ça n'a rien à voir avec un palais, une âme, qui sait. Ophélie, vous vouliez dire quelque chose? Non? Je présumais du résultat final, pardon. Ah là 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 là, bah oui, parce qu'on a vu, mine de rien, on a vu quand même... on a vu 3 notes différentes aux 3 étapes. Et on va passer donc à la dernière étape, la révélation du champion, du vainqueur, sur cette deuxième édition de Man versus Wine. C'est parti. Eh bien, on arrive à une égalité. Il a lavé l'honneur de Kasparov. C'est ça. Eh bien, s'il avait été là, il aurait pu se lever et crier « La machine ne remplacera jamais les hommes. En tout cas, moi, Gaëtan Bouvier, ne me remplacera jamais. » C'est ce qu'on verra peut-être l'année prochaine et l'année d'après. En tout cas, merci infiniment, cher Valentin, public, d'avoir été là. Excuse-moi, juste parce que je veux faire l'inverse. Je veux dire, c'est surtout que Matcha est au niveau de meilleur sommelier de France et Master of Port. C'est ça qui est intéressant. C'est une belle information aujourd'hui. C'est vrai. Non, c'est une très belle information. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas accabler un absent parce qu'aujourd'hui, il n'a été qu'au match nul. On s'attendait à ce qu'il fasse plus.
C'est pour ça aussi, moi j'ai été déçu après avoir parlé de NASA, etc. Bon, enfin bref. Bon, vous l'aurez compris, c'était pas un match où il s'agissait de dire l'homme est supérieur à la machine, puisque derrière Matcha, déjà, il y a une équipe de 15 personnes. Et puis, après, vous l'avez vu, on est quand même dans un contest où les conditions de jeu sont largement subjectives, à la fois sur la compréhension des consignes et sur la notation. Donc, il n'y a rien d'absolu. Là, c'est une égalité pas du tout parfaite. C'est complètement subjectif. En tout cas, c'était, je trouve, assez intéressant, et notamment dans la troisième étape, de confronter les résultats entre un être complètement humain et puis des humains un peu machinisés, puisqu'on avait, de l'avis de nos jurés, des choses assez similaires et en plus, c'est là où c'est surprenant, des choses assez alléchantes, surprenantes, excitantes. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est effectivement le signe que vous avez quand même pas mal travaillé, puisque là, le public et nos jurés ne sont pas n'importe qui en matière de gastronomie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, bien évidemment, encore une fois, d'avoir été nos jurés cette année. Est-ce que vous avez un petit commentaire en matière de conclusion sur cette épreuve Paolo, peut-être, puisque on vous a moins donné le micro. Déjà, les résultats de cette année sont les mêmes que l'année dernière, puisque la Matcha et le candidat de l'année dernière avaient fait aussi égalité. Et je pense que c'était 15 partout aussi. Donc, les candidats qu'on a eu, Gaëtan, c'était magnifique ce qu'il a fait, mais la conclusion, c'est quand même que l'outil Matcha est incroyable. Moi, je suis caviste sur Paris. C'est un outil qui peut être très inquiétant pour les cavistes, mais moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Moi, je pense que c'est un outil complémentaire et que on se rend compte que ce qu'arrive à faire la machine et les critères que la machine arrive à comprendre c'est fantastique. Donc bravo pour le travail. Et Clément aussi, on vous a moins entendu que ma partie gauche. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais. Non, simplement dire, en tant que passionné de gastronomie et de vin, bien évidemment, j'ai été conquis aussi à chaque fois par les choix qui ont été faits des deux candidats, de toute façon. Grande diversité dans les deux cas et assez impressionné, tout comme mon voisin. Vraiment chapeau, quoi. Voilà. Ça va être intégré sur le site du domaine Pinard ou Eh ben, du coup, Ophélie et Vincent, vous voulez rajouter un petit mot avant qu'on se quitte? Juste rappeler ce que vous disiez avant, c'est vraiment de la subjectivité, quoi. C'est vrai qu'on a noté aussi en fonction de est-ce que les choix nous parlaient, qu'est-ce qu'ils évoquaient chez nous. Donc il y a beaucoup de notre culture aussi dans nos notes. Et finalement, c'est pas tellement le choix de Matcha ou de Gaëtan qui était subjectif, c'était surtout nos notes. Oui, c'était quand même homogène, mais on est bon. Après, on est bon. Et Vincent? Alors moi aussi, je suis assez bluffé par les résultats de Matcha. Gaëtan, je le connaissais, donc ça ne m'a pas étonné. Je voulais juste en fait dire un mot de ceux qui ont peur de la machine, d'une façon générale. On y va droit parce que la machine accomplit des tâches que l'homme fait beaucoup plus péniblement, avec difficulté, avec temps. Mais je voudrais citer Einstein, qui est un peu pour moi le dieu de Rage Against the Machine. Et il disait quelque chose qui est complètement illustratif de ce que l'on vient de vivre. Il dit « L'imagination est plus importante que le savoir ». Le savoir, ça sera la machine parce qu'on l'a rempli de savoir. L'imagination, elle échappera jamais aux humains. Et cette imagination, elle fait la différence au moment de cette subjectivité qui nous ravit autour de la gastronomie. Voilà. Eh bien, écoutez, ça me paraît être un mot de la fin à la fois pertinent et poétique. Eh bien, merci encore une fois à vous, chers jurés. Merci à vous d'avoir assisté à cette seconde édition de ce match mi-homme, mi-machine. Et on vous souhaite une très bonne fin de salon. Merci, peut-être à l'année prochaine.